Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans votre émission Réflexion sous la réalisation de Nadia Cherayer et de l'ensemble de l'équipe technique de HD4. Parmi les visages de l'islamophobie, une confrontation sournoise construite méthodiquement pour tenter de formater les esprits sur le fait qu'il y ait un antagonisme entre la science et l'islam. Quels sont les objectifs réels derrière cette volonté d'opposer une religion basée sur la foi et une adhésion profonde à une conviction, à une construction de l'expérience et de la pensée humaine qui, pour tout musulman, bien sûr, n'aurait pu se faire sans l'aide de Dieu. Ce soir, nous allons parler de l'antisémitisme islamophobe et les artifices scientifiques avec nos collaborateurs, les professeurs Cherif Delis, chercheur en sciences politiques, professeur Issa Abdelmekki, chercheur en socio-économie et en anthropologie politique, et docteur Messaoud de Boujnoun, chargé d'études au Haut Conseil islamique. Alors, professeur Issa Abdelmekki, est-ce qu'on peut dire déjà que l'islamophobie savante existait déjà à l'orée du 19e siècle ? Peut-être bien, mais de façon sporadique. Parce qu'on la ressentait déjà en fait dans les écrits de renom. Oui, oui. Mais ce n'était pas aussi méthodique, aussi perfide qu'aujourd'hui. En fait, l'islamophobie a été une réaction viscérale, puis pseudo-savante, dès le début. Hein. Dès le début, il y a un itinéraire dans cette islamophobie. Sans vouloir faire dans la rétrospective, quels sont les buts de cette islamophobie savante? D'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par islamophobie savante? Bon, c'est une islamophobie qui s'exprime à travers un discours pseudo-scientifique, c'est-à-dire l'argumentaire se veut scientifique. Historique, scientifique, tous les hic possibles et imaginables. C'est pas comme l'islamophobie viscérale qui participe d'un discours xénophobe, raciste, idéologique, etc. Bon. Parmi les méthodes adoptées par les islamophobes scientifiques, par exemple, cette propension à vouloir prouver que l'islam est antithétique à la science, donc à la production intellectuelle scientifique. Pourtant, l'histoire prouve que, sans vouloir être rétrospectif, prouve qu'il y a une prolifération de savants dans le monde musulman incroyable, surtout durant l'apogée de la civilisation arabo-musulmane, soit en Andalousie, donc elle avait un caractère arabo-musulman, soit en Asie, quand il s'agissait de la civilisation moghoule. Il y a toujours eu des savants chez les musulmans, pas toujours en Occident. Absolument. La civilisation arabo-musulmane a été intrinsèquement construite sur la science, l'amour de la science et la recherche scientifique. Allez, si on commence à partir du 19e siècle, si on raconte l'histoire jusqu'au début du 19e siècle, comment vivait l'Europe? L'Europe, durant le Moyen-Âge, c'était vraiment l'obscurantisme total. D'ailleurs, ils prenaient les musulmans pour des suppôts du diable, parce que pour eux, la science, le savoir, proviennent directement d'un contrat avec le diable. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam était appelé durant le Moyen-Âge Mahomet. Ça ne veut pas dire que dans la langue française de l'époque, on ne pouvait pas prononcer Mohamed. On pouvait le prononcer Mohamed, mais il disait Mahomet parce que ça rimait avec Baphomet. Baphomet, c'était le gnome d'un diable, d'un démon. Parce qu'il croyait que la science, le savoir, proviennent d'un contrat avec le diable. Donc ces musulmans ont vendu leur âme au diable. C'est ça le problème. Mais quand on est honnête envers soi-même, quand on étudie l'histoire à partir des faits, et quand on fait une historiographie honnête, il y a des rois, surtout britanniques, qui envoyaient leurs enfants en Andalousie pour les instruire. En Andalousie, il y avait une prolifération de savants, vous ne pouvez pas vous imaginer.
et qui ont été après expulsés, torturés par l'Inquisition, etc. Donc il y a ce nihilisme. L'islamophobie savante déjà procède d'un nihilisme, c'est-à-dire une négation de la civilisation musulmane en tant que civilisation universelle, humanitaire et porteuse de science et de savoir. Ça, c'est du nihilisme et du négationnisme pur et simple. Alors, leur argumentaire, c'est quoi? Comme on l'a dit la semaine dernière, ils empruntent à l'ethnocentrisme. Tous les savants musulmans n'étaient pas arabes. Bon, là, ils font un amalgame avec l'arabité, qui est une appartenance linguistique, et l'islam, qui est une appartenance religieuse, de foi. Bah, vous voyez, ça c'était pas un arabe, c'était un musulman, mais c'était un perse. Pourquoi diable les Perses n'ont rien inventé, n'ont rien fait avant que l'islam ne vienne chez eux? Donc, dans ce cas de figure, l'islam était une ouverture d'esprit qui favorisait la prolifération de ces savants d'origine perse. L'arabité aussi, parce que c'est grâce à la langue arabe qu'ils ont pu développer leurs idées, donc faire leur construction mentale, leurs analyses, etc. Avicenne n'aurait jamais pu être Avicenne s'il n'avait pas été arabe et musulman. Qu'importe son origine ethnique. Donc le discours xénophobe, islamophobe, pseudo-savant, il se base sur un argumentaire qui ne tient pas la route. Un argumentaire réducteur, qui n'est pas conforme aux faits historiques et qui fait surtout dans le dénigrement. Oui. Les musulmans n'ont rien fait. Ils n'ont rien. C'est l'Europe qui a tout fait, c'est l'Occident qui a tout fait. Non, il y a justement des axiomes qui sont érigés en vérité. Comment déconstruire, par exemple, les axiomes qui évoquent le mépris, un pseudo-mépris du musulman pour tout ce qui est instruction et science et connaissance, savoir. Bon, ça c'est la cause, c'est une relation de cause à effet. Les pays musulmans ont été démolis et laminés par une vague de colonialisme occidental. Oui. Qui a déstructuré et dérégulé les sociétés musulmanes. Avant 1830, la société algérienne était une société cultivée. Oui. Il y avait, d'après leurs propres statistiques, les Algériens étaient cultivés à 92%. Oui. Ils savaient lire et compter. C'est très important. Même plus que ça. Même plus que ça. Au minimum. Quand ils n'avaient pas une connaissance élevée, un savoir élevé, ils savaient au moins lire et compter. Lire, écrire et compter, déjà. Mais il y avait des penseurs parmi eux. Oui. Non, mais je ne parle pas à ce niveau-là. Je parle. Oui, il y avait par exemple rien que dans la région de Zouawa, des savants qui ont brillé, même en Orient, mais qui sont inconnus ici. Parce que la France a fait table rase, l'establishment français. Il a fait table rase, il a tout occulté, il a tout démoli. La veille de 1954, la guerre de libération, les chiffres ont été inversés. Oui. 8% de gens cultivés et 92% de gens incultes. Donc, il y avait un programme de déculturation, de destruction, de démolition. N'oublions pas que les penseurs modernes algériens parlent de istidmar, mais pas d'istimar. Istidmar, c'est une entreprise de démolition systématique et systémique. Donc c'est très caractéristique du colonialisme français. Oui, c'est ça ce qui explique. Mais les choses qu'on ne dit pas. Par exemple, l'Europe a fait sa renaissance grâce à quoi? Grâce à son retour à son classicisme, donc à son héritage gréco-romain, et à ce qui restait de savoir de l'Andalousie. Oui. Les croquis de Leonardo da Vinci proviennent de l'Andalousie. Ce n'est pas l'ange Gabriel qui lui a révélé tout ça. C'est les restes, les foutettes de la civilisation andalouse qui ont permis à l'Europe de faire sa renaissance. Surtout l'Europe autour de l'Italie, un petit peu la France, la Germanie, etc. Donc, les faits de l'histoire prouvent que la civilisation arabo-musulmane était une civilisation essentiellement axée et basée sur le savoir et la recherche scientifique. Il y a des noms illustres qui ont
rayonné durant cette époque-là, durant la situation andalouse, arabo-musulmane. Mais tout est occulté par nihilisme et négationnisme. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que ce paradigme disparaisse de l'imaginaire des gens, de l'esprit des gens. Il faut qu'il disparaisse. Il faut que le modèle occidental basé sur l'héritage gréco-romain, gréco-latin, donc hellénistico-romain et judéo-chrétien, prédomine. C'est ça donc le vrai fond de l'islamophobie savante. Alors, les discours, il n'y a qu'à surfer dans le web, surtout les YouTube, est plein de ce genre de discours islamophobes savants. Chérif Dellis, est-ce qu'on peut dire que dans cette forme d'islamophobie, on a transformé la science en instrument idéologique? Bien entendu, c'est-à-dire que la science l'a toujours été et elle le restera. Elle est, elle le restera. Le professeur Belmeki a parlé de l'entreprise coloniale qui a joué un rôle très négatif, très destructeur. Cette entreprise coloniale, il y a la dimension matérielle, militaire, territoriale, ce que vous voulez, mais il y a aussi la dimension symbolique. Et cette entreprise coloniale avait besoin d'un récit, d'un discours qui soit construit, d'un discours qui est légitime. C'est à ce moment-là contre la science comme un élément légitimant. Pour rester dans ce qui est la colonisation française et l'Algérie, nous avons évoqué les travaux de Renan, Ernest Renan, les travaux aussi sur la psychologie sociale, des précurseurs comme Gustave Le Bon, mais aussi les travaux de Tocqueville, Alexis de Tocqueville, qui a parlé de la démocratie en Amérique. On le prend comme un précurseur dans les travaux sur la démocratie. Mais en fait, beaucoup de gens ont tendance à oublier que Tocqueville, par ses écrits, par ses pensées, a contribué à donner une assise à l'entreprise colonialiste et destructrice française. Donc on a toujours mobilisé l'idéologie pour servir à construire un récit. On a mobilisé l'idéologie pour légitimer des conquêtes territoriales. Par exemple, le nazisme, avec les travaux, si vous voulez, sur Nietzsche, ça a été perverti. Surhomme. Le surhomme, la symphonie, notamment des compositeurs comme, j'oublie le fameux compositeur allemand, Liszt, je crois, et autres, même certains idéologues allemands, certains philosophes, dont les travaux ont été instrumentalisés et utilisés pour légitimer ce qu'ils appellent le Lebensraum, l'espace vital et l'expansionnisme. Les études de Gobineau aussi. Gobineau, bien sûr, les études de Gobineau, bien entendu. Le compositeur, c'est pas Strauss, je crois Strauss, tout à fait. Ainsi parlait Zarathustra. Oui, même Strauss, le compositeur. Et puis il y a la pièce de Mozart, maçonnique d'ailleurs, la flûte enchantée. Tout à fait. Non. C'est-à-dire qu'actuellement, quand on parle de l'idéologie, en fait, c'est-à-dire que la science, elle a été idéologisée, notamment les sciences sociales. Et je cite comme exemple certains produits intellectuels qui sortent de certains cercles universitaires, certains laboratoires de recherche. Dans l'arrière-fond, si vous voulez, idéologique, il est très prégnant, très présent. Il y en a tellement d'exemples à citer, c'est-à-dire à travers l'histoire, et même on a jusqu'à présent l'histoire contemporaine, l'histoire moderne. Les travaux, par exemple, de Bernard Lewis sur l'islam et l'Occident, les travaux de Samuel Huntington sur le choc des civilisations, et même beaucoup d'autres travaux par rapport à l'ethnicité, par rapport au nationalisme, qui ont servi, si vous voulez, à légitimer des politiques d'expansionnisme territorial et d'expansionnisme idéologique. La guerre dans les Balkans au début des années 90, le nationalisme serbe est reposé sur un travail intellectuel qui est l'œuvre de certains intellectuels serbes, qui disent finalement que la bataille de 1387-1389 par laquelle les musulmans ont pu récupérer les Ottomans et le Kosovo, ça a été la première agression contre la nation serbe. Un manifeste signé par 40 intellectuels serbes en 87
il a servi de terreau ou de lit pour légitimer le nettoyage, la politique nationaliste de nettoyage ethnique contre les musulmans dans les Balkans. Donc on en arrive aux années 90, des écrits, des travaux de Huntington sur le choc des civilisations, et même parmi ces travaux, ce qu'on appelle « Qui sommes-nous ?», qui parle de l'identité aux États-Unis, tous ces travaux, en apparence, ce sont des travaux académiques, adossés sur un socle théorique épistémologique, mais en fait, c'est un racisme académique plus sophistiqué. Lequel racisme académique, il est au service d'une légitimation, d'une domination au sein d'une société. Dans le cas d'espèce les États-Unis, le travail de Huntington sur Who Are We, qui parle qui sommes-nous sur l'immigration, il est venu à un moment donné où la domination de la classe WASP, de White Saxon anglo-protestante, s'est retrouvée menacée par l'émergence de ce qu'on appelle du groupement, entre guillemets, social non européen, hispanique, afro-américain et musulman. Donc vous voyez, l'idéologie, elle est toujours dans la science. Et la science, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, même dans les sciences techniques, les travaux sur la biologie, sur la génétique, il y a toujours ce relais, si vous voulez, raciste, idéologique. On est là, c'est-à-dire qu'on instrumentalise la science. Elle a toujours été instrumentalisée. Elle est instrumentalisée soit à des fins de politique intérieure, comme on a parlé des travaux de Huntington, même certains travaux de recherche en France sur l'immigration, sur le rôle de l'islam et de la femme, même sur le rôle, ce qu'on appelle à l'échelle mondiale, quand on parle, ce qu'on appelle certains parlent de choc des civilisations. En fait, ces travaux ne sont en fin de compte qu'un récit idéologique, qu'un récit plutôt pour légitimer une domination idéologique à l'échelle interne et à l'échelle planétaire. Ouais. Je vais me faire l'avocat du diable et je vais citer Ernest Renan, qui en 1883 a écrit le musulman a le plus profond mépris pour l'instruction, pour la science, pour tout ce qui construit l'esprit européen. Il serait intéressant, je vais revenir maintenant au XXIe siècle, il serait intéressant d'expliquer pourquoi, il est vrai, malheureusement la plus grande majorité des pays musulmans ou arabo-musulmans, sont, c'est vrai, en retard technologiquement, scientifiquement, etc. Quelles en sont les causes ? Même si on en a déjà parlé en partie maintenant. Oui, pour revenir à cette fameuse conférence d'Ernest Renan qui a été donnée à la Sorbonne et à laquelle justement Sayyid Jamal Afghani avait répondu par un livre. Tout de suite, il lui a répondu avec un livre, Ernest Renan. Ernest Renan est d'ailleurs l'un des précurseurs justement oui, c'est un des premiers. Absolument, de l'islamophobie savante. Donc c'est vrai, aujourd'hui on remarque qu'il y a un décalage entre ce que l'islam recommande, ce que l'islam enseigne, ce que l'islam ordonne même, puisque le premier verset du Coran est un verset qui ordonne de lire « Iqra bismi rabbik ». On ne peut pas trouver une religion ou une philosophie qui ordonne d'aller chercher la science. Donc, il y a aussi des hadiths. D'ailleurs, si vous me permettez, sans se positionner dans la défensive, je cite le Coran, où il y a plus de 750 versets qui parlent du savoir et de la nécessité de s'instruire, dit ceux qui savent seraient-ils à l'égal de ceux qui point ne savent? Ils n'ont qu'à réfléchir, ceux dotés de moelle. Oui. Ce n'est qu'un verset parmi 750 autres. Absolument, les versets sont légion. Les hadiths du prophète aussi sont légion, qui parlent de la recherche de la science, de l'acquisition de la science. Les premiers musulmans ont compris le message spirituel et scientifique et civilisationnel de l'islam. Donc,
ça a donné une grande civilisation à laquelle a parlé mon ami professeur Belmbeki. Vous savez qu'à Bagdad, il y avait ce qui était appelé la maison de la sagesse, Dar al-Hikma. Et c'était une institution qui a été créée par le calife Al-Ma'moun. Et ce qui est extraordinaire, un de ses directeurs était un chrétien, Thabit ibn Qura, qui était un chrétien, à laquelle on avait confié une institution dans un pays musulman. Cette institution avait pour mission de traduire tous les livres des Grecs, des Indiens, des Perses, tous les livres, de les traduire en langue arabe. Donc, ça pourrait étayer leur thèse, le fait que le directeur soit un chrétien. Comment? Ça pourrait étayer leur thèse. Non, au contraire, ça montre la tolérance des musulmans. Oui. La tolérance des musulmans. Parce qu'il a été choisi en fonction de son mérite. De son mérite, voilà. Et tout au long de la civilisation musulmane, et vous savez que M. Belmbeki a parlé de certains rois qui envoyaient leurs enfants apprendre. Le pape Sylvestre en personne avait étudié en Andalousie. Le roi Roger II de Sicile parlait l'arabe et avait à son service le célèbre géographe Idrissi. Il était le conseiller du roi Roger II. Et ici à Béjaïa, Fibonacci, le grand mathématicien, avait étudié à Béjaïa, à l'université de Béjaïa. Et idem pour Raymond Lull, le philosophe, ils ont étudié ici, chez nous en Algérie, à Béjaïa. Lorsque les musulmans donnaient de l'importance à la science, malheureusement, il est venu un temps où, bien sûr, il y a beaucoup de causes, entre autres, mes deux amis ont cité le colonialisme. Il y a cette régression scientifique et culturelle qu'on observe aujourd'hui et qui a fait dire malheureusement... C'est peut-être pas une régression, c'est un retard. C'est un retard, oui, c'est un retard. On n'est pas revenu en arrière. Un retard qui peut être rattrapé. Et qui malheureusement... qu'il y ait un transfert technologique. J'ajoute juste un mot. Qui malheureusement a donné l'occasion à certains islamophobes savants, comme Guggenheim, qui a écrit un livre récemment, qui date de 5 ou 6 ans, Aristote au mont Saint-Michel, où il veut prouver que les musulmans, les arabes et les musulmans, n'ont aucun mérite dans le transfert de la science des Grecs, des Perses, des Indiens et des Arabes vers l'Occident. Il a dit dans son livre que finalement, les musulmans n'ont aucun mérite dans ce transfert. Et heureusement, je peux le dire, tout de suite, un livre a été écrit par huit sommités scientifiques occidentales, 6 occidentaux et 2 musulmans, si je ne m'abuse pas, qui ont écrit un livre, les Grecs, les Arabes et nous. Le livre se vend en Algérie. Et il a été édité dernièrement par une maison d'édition en Algérie qui lui ont répondu avec des arguments scientifiques, historiques, et qui ont démonté un par un ces pseudo-arguments. Et là aussi, il y a quand même certains savants historiens occidentaux qui reconnaissent ce mérite de la civilisation musulmane et sa contribution à l'épanouissement et à l'épanouissement de la civilisation occidentale. Je citerai à titre d'exemple Sigrid Hunk, qui a écrit Le soleil d'Allah brille sur l'Occident, Gustave Le Bon, qui a écrit La civilisation des Arabes, André Miquel aussi, qui a écrit La civilisation musulmane, Catherine Armstrong, etc. Ils sont nombreux. Donc, le décalage auquel vous faites allusion, c'est un décalage dû à des causes et à des considérations historiques bien précises, mais actuellement quand même, on peut remarquer qu'il y a certains pays musulmans
qui sont en train quand même d'émerger sur le plan scientifique. Et, par exemple, la Malaisie, l'Indonésie, la Turquie, l'Iran, entre autres. Donc, c'est quelque chose qu'on peut récupérer. C'est pas quelque chose qui est perdu. On peut citer aussi la Syrie et l'Irak avant qu'ils soient attaqués. Qui est perdu à jamais. Si vous permettez, justement, quelques éléments qui me semblent très importants. En premier lieu, par rapport à l'histoire, en fait, certains Occidentaux ont tendance à considérer que l'histoire, c'est une discontinuité, alors que l'histoire, c'est une continuité. C'est-à-dire que les musulmans ont pu émerger comme une puissance à la fois civilisationnelle à travers un rayonnement scientifique, parce qu'ils avaient pris la peine de comprendre, c'est-à-dire que la science de l'autre peut nous être utile. C'est-à-dire que le travail de traduction, ce qu'on appelle de l'héritage gréco-latin et tout, a permis l'émergence d'un savoir musulman, lequel savoir a été un modèle et un exemple que les Occidentaux, qui vivaient dans un contexte politique et historique très en retard, ont vu beaucoup. Donc il a fallu qu'ils apprennent des musulmans de la même manière que les musulmans ont appris de leurs prédécesseurs pour qu'ils émergent. Cependant, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où les autres se développaient, les musulmans, si vous voulez, on en a parlé, rappelez-vous, lors des premières parties des émissions, on a parlé de cette discontinuité dans l'expansion. C'est-à-dire que territorialement, les musulmans ont réussi à conquérir des territoires, mais par la suite, cette continuité territoriale n'a pas été en parallèle avec une discontinuité politique émaillée par des luttes d'influence, l'instrumentalisation de la religion, ce que vous voulez. Et il est vrai que le colonialisme, l'entreprise coloniale, a joué un rôle des pas négatif, des plus destructeurs et pernicieux. Cependant, l'État-nation, l'État territorial qui a émergé dans les pays arabo-musulmans, n'a pas été, si vous voulez, en phase avec ce qu'on appelle l'exigence de la modernité. L'autoritarisme, des choix économiques des plus destructeurs, des plus boiteux, une certaine pensée unanimiste qui a bridé, si vous voulez, l'éclosion de la pensée libre. Donc, tous ces facteurs qui se rejoignent pour aboutir à ce retard. Mais le retard est aggravé par quoi? Si vous permettez, j'aimerais m'apaisantir sur un point qui est très important. Nous sommes, et on l'a dit lors des précédentes émissions, que dans une mondialisation qui se propage comme un rouleau compresseur, à la fois économique, à la fois technologique. À telle enseigne que ce rouleau compresseur, dans la déclinaison économique, elle est un ultralibéralisme des plus débridés, on en est arrivé à considérer que le savoir et la recherche comme un marché. Les plus grands centres de production de savoir, les grandes universités, sont des universités privées. Le classement des universités, ce qu'on appelle le classement de Shanghai et le classement, est basé sur les universités qui produisent le savoir. Le savoir, on est arrivé à le vendre. La production, elle est chère. Cela nécessite des investissements des plus énormes, des plus lourds. Donc, celui qui produit le savoir, il a intérêt à le vendre. Donc, quand on parle de transfert de technologie, je m'excuse de le dire, certains sont enfermés dans des chimères. Tout pays qui essaie de rattraper le retard technologique, il subit les foudres, ce qu'on appelle, d'un Occident qui veut maintenir certains pays en état d'arriération, l'Irak pendant les années 90 et actuellement l'Iran. Mais il faut dire aussi, il faut le reconnaître, que même certains gouvernements des pays musulmans ne font pas l'effort de considérer qu'actuellement l'état de retard ne peut être rattrapé que par un investissement conséquent. Et lequel investissement conséquent n'est le fruit qu'une vision stratégique, qu'une vision d'État qui fait du savoir comme une valeur absolue, qui fait ce qu'on appelle... Aussi, non? Comment? Une force militaire aussi, parce que avancer avancer sur le plan scientifique et technologique aujourd'hui est très difficile, parce qu'il est synonyme aussi de force, de repositionnement. Tout à fait, mais vous savez que le savoir... Les deux sont liés. Non, les deux sont liés. Le savoir, c'est un enjeu stratégique, qu'on le veuille ou non. Maintenant, dire la puissance militaire, même la notion de puissance, elle est objet de remise en cause. La puissance militaire, quel est le paramètre allant desquels on détermine que tel pays il est puissant militairement. Vous avez beau avoir... Pour être dissuasif, en tout cas au moins. Oui, comme force de dissuasion, bien sûr. Mais vous avez beau avoir 10 000 tanks, 500 avions,
500 000 soldats, mais militairement parlant, votre résilience, elle est très faible. Mais vous avez beau avoir, si vous voulez, un nombre de soldats qui ont 50 000, mais vous disposez de la technologie militaire la plus sophistiquée, là, votre capacité de dissuasion, elle est quintuplée. Donc, il ne s'agit pas, la puissance militaire, elle n'est pas d'un point de vue, le nombre n'est pas d'un point de vue quantitatif, elle est d'un point de vue qualitatif. Là, je crois que la puissance militaire, maintenant, le segment, le développement technologique, il est très intégré. C'est un complexe, c'est un ensemble. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Des applications militaires sont devenues des applications civiles et des applications civiles sont transformées par des applications militaires. Ce qu'ils appellent les anglo-saxons le spin-on et le spin-off. C'est-à-dire que la plupart des applications civiles ont été des technologies militaires. Et même maintenant, des technologies civiles, on en est en train de faire d'elles, de leur donner ce qu'on appelle une déclinaison militaire. Je crois, moi, à mon sens, actuellement, ce qui se passe, le savoir devenant un enjeu stratégique, le savoir devenant un produit économique, les pays musulmans, dans leur écrasante majorité, à quelques exceptions près, on a cité la Malaisie, la Turquie et l'Iran, je pense qu'ils n'arrivent pas à saisir le vrai enjeu, à comprendre, à avoir une bonne lisibilité de comment fonctionnent les relations internationales dans leurs différentes dimensions. Celui qui n'investit pas dans le savoir, qui n'investit pas dans la ressource humaine, qui ne prend pas le savoir comme le référentiel dans les politiques publiques, il restera toujours en retard. Et j'ajouterai un dernier élément qui est très important par rapport au retard des musulmans, c'est que même on n'a pas fait l'effort de ce qu'on appelle de faire l'autocritique. L'autocritique, d'aller de reformer la pensée, si vous voulez que la pensée pour qu'elle soit en phase avec l'exigence de la modernité. Il ne s'agit pas de faire un reniement. Il ne s'agit pas de remettre en cause certains principes cardinaux de la foi musulmane, mais de dire en fait que certains principes, certaines pratiques de l'islam sont incompatibles avec les exigences de la modernité. Il ne s'agit pas de les exclure. Quoi? Non, écoutez... Qu'est-ce qui est incompatible non, avec... Pas, je ne comprends pas. Non, peut-être je me suis mal exprimé, c'est-à-dire qu'un certain rigorisme... Pas vous, mais c'est vrai qu'il y a des porteurs de ce type de discours. Ce n'est pas vous, évidemment, sinon vous ne serez pas dans cette émission. Non, mais il y a ceux qui sont porteurs de ce... Qu'est-ce qui est antinomique avec la modernité? Qu'est-ce qui est... Justement... Quoi? Quelle pratique? Quelles pratiques? Les pratiques, elles sont claires. L'habillement, non. Qu'est-ce qui va empêcher quelqu'un qui est habillé je vais aller à l'extrême, avec une burqa ou avec un sachet d'en haut en bas, qu'est-ce qui est antinomique avec le développement? C'est ça qui va l'empêcher d'aller travailler dans un laboratoire? C'est ça qui va l'empêcher d'aller faire de l'informatique ou d'aller faire n'importe quelle étude? Non, c'est pas du tout ça. Non. Mais ce que je voulais dire, madame, si vous permettez. Comment il s'appelle celui qui a fabriqué la bombe atomique pakistanaise, Abdus Salam, qui a eu le prix Nobel de la physique, portait une barbe, il portait l'habit traditionnel pakistanais partout. Et ça l'a pas empêché. Je vous ai compris, moi, ce que vous voulez dire. J'aimerais préciser une chose qui est très importante, c'est qu'actuellement, par exemple, pour les musulmans, force est d'admettre qu'en termes de sciences sociales, les sciences sociales, leur berceau, c'est l'Occident. Oui. Il y a les penseurs musulmans qui sont intéressés aux sciences sociales. On cite bien entendu Ibn Khaldoun, on en a parlé de lui. C'est le père de la sociologie. Bien sûr, on a parlé de Maqrizi. Je pense plutôt que c'est un type de gouvernance politique qui a fait qu'on a préféré éliminer tout ce qui est sciences sociales des pays arabo-musulmans. Plus que l'islam lui-même ou la religion. Non, je ne parle pas de l'islam. Non, justement, je ne parle pas de l'islam. C'est ce type de gouvernance qui a préféré des dictatures qui ont sévi depuis le XVIIIe siècle. Même avant. C'est-à-dire que je ne parle pas de l'islam en lui-même. Mais on va rester dans l'époque moderne, depuis les indépendances, donc un type de dictature qui a, je pense, mal compris la façon d'aller de l'avant et de résister au colonialisme et qui ont évidemment fermé la porte à ce type de science. Plus que des... Non, en fait, c'est-à-dire que le problème il est plus profond. Juste pour ne pas monopoliser la parole, c'est que cela a commencé. Vous avez si bien fait de le mentionner, c'est un problème de gouvernance politique, ça n'a rien à voir avec l'islam. Absolument. Cela étant dit,
c'est que c'est vrai qu'à partir du 19e ou 20e siècle, à partir de ce qu'on appelle les indépendances et l'émergence de l'État-nation dans la sphère arabo-musulmane, même en Afrique, il y a un rejet de la notion de modernité. On a considéré la modernité comme le danger, la modernité comme l'occidentalisation, comme un nouveau colonialisme. Pour une partie, c'est vrai, mais cela dit, au lieu de dire finalement on va encourager la réflexion, on va développer la recherche dans les sciences sociales et même la recherche dans les sciences exactes et les technologies de façon qu'ils soient en phase. Il ne faut pas tomber dans le piège que pour développer la science, il faut négliger les sciences humaines et focaliser uniquement pour les sciences techniques, comme certains ont tendance à le dire. Oui. Mais ce qu'il fallait faire, c'est de dire qu'en Occident, comment les choses ont évolué, comment ils se sont appropriés la modernité sans se renier. Ce n'est pas interdit de copier un modèle qui a réussi. Bien sûr. Cependant, il faut l'adapter. Oui. Tout à fait, il faut l'adapter. Il ne fallait pas négliger les sciences sociales, il fallait développer la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, le droit, les sciences politiques, la psychologie, et en même temps, mettre le paquet et investir beaucoup dans les sciences techniques et physiques, et investir. Parce que la recherche et le savoir, c'est un problème de volonté politique, absolument, parce que c'est une question de pratique, et de deux, c'est une question de moyens. Sans moyens, il n'y aura pas de développement. Ça, il faut qu'on le dise actuellement. Les pays qui se sont développés, la R&D, la recherche-développement, dans toutes les grandes entreprises, les multinationales, dans toutes les grandes universités et les centres de recherche à travers le monde, constitue le chapitre le plus important en termes de dotation budgétaire. Très bien. Il y a un volet très important dans ce qui est dans l'islamophobie savante, c'est que la science, dans les explications des porteurs de cette islamophobie, derrière la science, on essaye de défendre l'agnosticisme, en fait. D'ailleurs, c'est très apparent dans les écrits déjà de Laplace et de Napoléon, lorsqu'ils disent la science n'a pas besoin de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut le voir même aujourd'hui comme cela? Oui, ça fait partie de l'histoire. Enfin, j'entends par histoire la question, ça fait partie du problème. À mon avis, Napoléon n'a jamais été un athée, Napoléon. Oui, mais ils l'ont dit. Il est même, il a même été influencé par il est même soupçonné d'être musulman. Oui, certainement. Il a même été soupçonné d'être musulman. Il y a même des livres mais Madame Yassef a bien fait de citer Laplace. Le professeur John Stone, il est intervenu ici en Algérie. C'était organisé par Jamiat al-Ulama al-Muslimin al-Jazairiyyin et le CRAG, le centre de recherche astronomique et géophysique, etc. Lui, il fait de la cosmologie. C'est un homme profondément religieux, c'est un catholique. Il est contre le scientisme. Il est scientifique, mais il est contre le scientisme. Il a fait une conférence qui m'a beaucoup plu d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai participé à ces journées, à ce congrès. Il a dit que 3 percées scientifiques ont totalement, pas déshonoré, mais rabaissé l'être humain, moralement. La cosmologie de Laplace, donc sa vision astronomique, parce que Laplace, quand il a présenté son livre, son étude à Napoléon a remarqué que Laplace ne faisait pas référence à Dieu. Quand tu as posé la question, il a dit Dieu dans tout ça, il a dit Dieu ne fait pas partie de mon scénario. Je ne connais pas. Deuxième facteur qui a humilié, voilà, le professeur Johnston a utilisé le mot humilié. 3 humiliations de l'être humain. La cosmologie de Laplace, parce qu'ils ont détrôné l'être humain du centrisme qui a été remplacé par l'héliocentrisme. Deuxième humiliation, c'est la psychanalyse de Freud. Elle a emprisonné l'être humain dans une libido, donc dans une lutte entre l'élan de vie qui est l'éros et l'élan de mort qui est le thanatos. Donc l'être humain est prisonnier. C'est une mécanique impuissante emprisonnée entre ces deux polarités, la lutte entre la vie et la mort. Donc entre les deux, il y a la libido et c'est tout. Troisième humiliation,
elle est aussi d'ordre scientifique et d'ordre sociologique. C'est tout ce qui a été fait en sociologie qui a fait dans le courant humaniste. Humaniste dans le sens idéologie de l'homme. Donc anthropocentrisme au lieu de théocentrisme, anthropocentrisme. Et là, l'humanité a glissé vers une anthroposophie. Madame Yassef a parlé d'agnosticisme. L'agnosticisme, c'est quoi? C'est le refus de toute théosophie. Je suis agnostique, je ne m'intéresse pas à la religion, Dieu ne m'intéresse pas. C'est passé de... Voilà, je me passe de cette dimension de la vie. Donc, bon, c'est scientifique tout ça, mais est-ce raisonnable quand on fait, quand on se soumet à l'arbitrage de la raison? Est-ce que c'est raisonnable? Eh bien, quand on lit Kant, les limites de la raison, eh bien, ce n'est pas raisonnable. Surtout que l'Occident, qui est sorti avec ces 3 humiliations, n'est que l'héritage de 5000 ans d'histoire, 5000 ans d'histoire et de science orientale. Roger Garaudy, dans son livre L'appel aux vivants, il a commencé par une phrase choc: l'Occident est un accident. L'Occident est un accident. Il a donné une liste de catastrophes, de calamités causées par l'Occident parce qu'il a mal utilisé le savoir qu'il a pris à l'Orient. Il a dit par exemple, il a cité comme exemple que Pythagoras a étudié à Alexandrie. Pythagore n'est pas devenu mathématicien comme ça. Il a pris ce savoir en Orient. On a en parenthèse, en parlant de Napoléon, lorsque Napoléon est entré en Égypte, il a dit aux savants qui l'accompagnaient. 5000 ans d'histoire. Voilà, vous regardez. Ouais, vous regardez. Voilà. Fibonacci, que vous avez cité, qui a découvert... les chiffres arabes. Non, il a découvert les lois de prolifération des espèces. C'est très important. C'est très important. C'est lui qui a transmis les chiffres arabes. Ça, disons, c'est formel. Mais les lois de prolifération des espèces, que seraient devenues les lois de l'hérédité de Mendel s'il n'y avait pas ces lois de prolifération des espèces de Fibonacci? Il les a apprises en arabe à Béjaïa, dans un pays musulman. Et il a fait une avancée extraordinaire aux lois des probabilités aussi. C'est lui qui a découvert les lois des grands nombres, les petits nombres, les lois du tiers, etc. Donc, le monde arabo-musulman était très fertile à un moment donné en ce qui concerne le savoir et l'acquis scientifique. Mais les musulmans, ils ont cette modestie qui relève de leur foi. Pour eux, le savoir est un don de Dieu. Je dois le rechercher, je dois le développer, mais c'est un don de Dieu. C'est pour ça qu'ils disent à la fin de chaque livre « Wallahu a'lam ». Wallahu a'lam. Voilà, vous avez cité, le premier verset coranique, « Iqra bismi rabbik ». Alladhi 'allama bil qalam. C'est Dieu les 'allam bil qalam. Donc l'islam déjà, c'est le qalam, c'est la plume, c'est l'encre, c'est le savoir. Donc pourquoi les musulmans ont rétrogradé comme ça? C'est d'abord, il y a la loi cyclique des civilisations, développée par Arnold Toynbee. Ibn Khaldoun aussi. Arnold Toynbee, c'est le disciple d'Ibn Khaldoun, il le dit lui-même. C'est le prolongement de l'école khaldounienne. Arnold Toynbee a dit que toute civilisation a une naissance, un début, une période ascendante, Un apogée. Une apogée, donc, et puis un palier, et puis une décroissance. C'est organique, c'est physiologique. Aucune civilisation ne peut échapper à ça. Quelles sont les civilisations qui survivent? C'est les civilisations qui savent passer par une période de transition. Parce que là, quand une civilisation périclite, elle a le choix entre deux choses, uniquement deux choses. Soit, comme il dit lui, l'inhilal ou la disparition. Ou elle disparaît, ou elle se dissout. Elle se détruit graduellement. Donc, lui, il préfère l'inhilal, parce qu'avec ce qui reste de la civilisation qui est en train de disparaître, on peut faire une renaissance. Avec les éléments qui... Voilà, on peut faire une renaissance, comme la renaissance européenne, qui a justement eu lieu au XVe, XVIe siècle de la civilisation chrétienne, enfin dite chrétienne. Aujourd'hui, la civilisation musulmane est exactement à ce moment
15e siècle, c'est le moment pour la société musulmane de faire sa renaissance. Comment faire sa renaissance? Elle doit revenir comme l'ont fait les Européens à la Renaissance. Elle doit revenir à ses fondamentaux, donc à ses origines, et puis utiliser le savoir qu'elle a à sa disposition au XXe siècle, XXIe siècle. C'est ça, il faut renaître. Auquel elle peut accéder. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. C'est l'accessibilité. Oui, l'accessibilité, elle est entravée. Par exemple, le nombre c'est important quand même de rappeler que les chrétiens au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XVIe siècle, avaient cette possibilité d'accéder à la connaissance qu'avaient les musulmans. Il n'y avait pas de... Oui, parce que les musulmans qui étaient détenteurs de cette connaissance ne faisaient pas de la connaissance une arme stratégique. Absolument. Aujourd'hui, c'est le contraire. L'Occident fait de la connaissance du savoir une arme stratégique. Parce qu'ils le savent. Voilà ce qui s'est passé. Que leur accessibilité à l'époque à la science leur a permis d'arriver à ce qu'ils appellent le siècle des Lumières. Oui. Et si les musulmans aujourd'hui ont accès à ce développement-là aujourd'hui, on arrivera à... Et les musulmans ont la chance aussi de ne pas avoir, comme c'est le cas pour les Européens, une église qui était là et foncièrement anti-science au point de brûler sur le bûcher un savant comme Bruno et de juger un grand Galilée, un grand nation comme Haroun al-Rachid a envahi ce qui restait de l'Empire byzantin parce qu'il a eu vent que les Byzantins, l'Église byzantine, raflait tous les livres qu'elle trouvait et qu'elle les emprisonnait dans les sous-sols des églises. Alors, Haroun al-Rachid a demandé au roi de Byzance, je crois que c'était Théophile II, il lui a demandé de payer la jizya en livres, plus en argent. Il lui a dit, donne-moi les livres. Eh bien, il n'a pas voulu. Eh bien, il l'a attaqué, il a pris les livres. Pourquoi? Il lui a dit, vous êtes en train de couper le pont entre le passé et l'avenir de l'humanité. Et c'est lui qui a utilisé pour la première fois les droits de l'homme, l'expression droits de l'homme. Donc, le musulman n'utilise pas le savoir comme une arme stratégique pour subjuguer les autres. Au contraire, il le fait rayonner, il le distribue gratuitement. Aussi pour soumettre les autres. Oui, les subjuguer. Mais le problème qui se pose, c'est que les musulmans ne sont pas prévoyants. D'abord, ils n'ont pas été prévoyants, ils ont été mortellement colonisés. Vous savez, l'establishment français a complètement terrorisé les autochtones algériens. Il les a déplacés vers des régions qui n'étaient plus urbaines, donc des montagnes, des grands vides comme ça de la nature, et il les a sous-administrés, et ils se sont dégradés du point de vue du savoir. Et puis, alors, après avoir fait ça, il dit que les Arabes et les musulmans sont contre l'instruction, sont contre ceci, sont contre cela. Moi, j'ai une collection de livres de l'école primaire, écrits par Jean Parmé, le pédagogue de l'Académie d'Oran durant la colonisation. Eh bien, en comparant les livres de la phase primaire, du cycle primaire, réservés aux autochtones, les indigènes, et les livres réservés aux colons français et juifs après le décret Crémieux, eh bien, vous pouvez voir les techniques de démolition culturelle et scientifique qu'a subi la population algérienne. Oui, ça c'est sûr. Donc il y a une entreprise de déculturation. Non mais attends, pardon, là je rejoins le docteur Cherif Driss qui dit que c'est vrai qu'il y a certains paramètres chez les musulmans qui doivent être revus. Avant pourquoi la France a colonisé l'Algérie? Parce que l'Algérie était colonisable. Il faut le dire, ça c'est une réalité. On l'a déjà dit. C'est une réalité parce que il y avait, il faut le dire aussi, il y avait des sultans, des émirs qui étaient presque de droit divin, qui
c'est le cas pour nos actuels dictateurs Oui, aujourd'hui. Madame Yassef. Et il refusait toute réforme, n'importe quelle chose qui ne va pas dans le sens de leur désidérata, de leur pensée. Donc, c'est pour ça que les musulmans ont fait il y a eu ce déclin dans la civilisation musulmane. Ce déclin, il est aggravé par deux choses. Première chose, par exemple, il y a des études qui ont été faites par l'UNESCO, par l'ONU. Le nombre d'Arabes et de musulmans, d'intellectuels, de chercheurs, de scientifiques, qui se trouvent à l'extérieur de leur pays. Rien que l'Égypte. Rien que l'Égypte compte 800 000 chercheurs aux États-Unis. 800 000, presque 1 million de chercheurs aux États-Unis. Pourquoi? Comme l'a dit Mme Yassef, le modèle de gouvernance en Égypte ne leur permet pas de devenir efficace et d'investir. Deuxième chose, depuis la création de l'entité sioniste, rien qu'en Égypte, 20 savants du nucléaire ont été assassinés par le Mossad. Et en Irak aussi. En Irak, en Égypte. En Iran aussi. On ne permet pas aux Arabes et aux musulmans de remonter dans l'échelle du temps et du savoir. Quand ils ne sont pas assassinés, ils sont happés de chez eux. Oui, il est vrai qu'il y a une volonté de la part de cet Occident de maintenir les pays musulmans dans un état d'arriération, de retard. Mais force de reconnaître aussi que même les pays musulmans, certains gouvernements élites musulmans au pouvoir, elles contribuent à maintenir cet état d'arriération. C'est des causes endogènes. C'est des causes endogènes, c'est-à-dire que peut-être là, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer la théorie de Samir Amin, qui a parlé du centre de périphérie, l'alliance entre l'élite du centre et la périphérie, qui a maintenu cette fracture entre le centre développé et la périphérie non développée. Là, vous avez évoqué, c'est vrai, les chercheurs égyptiens et même arabes. Mais qu'est-ce qui empêche les pays musulmans, les gouvernements de pays musulmans d'aller au-delà? Je cite un exemple, deux cas. La Chine et l'Inde, actuellement, elle est dans un état très avancé, à la pointe, ce qu'on appelle la technologie informatique, notamment la technologie des logiciels. L'Inde qui possède l'arme nucléaire. L'arme nucléaire, mais pas que. C'est très important. Pas que, non. Moi, je pense qu'il ne s'agit pas de l'arme nucléaire. Il n'y a pas uniquement l'aspect militaire, même s'il est important, et pas que. Mais l'aspect militaire en lui-même, c'est un élément de dissuasion, mais ce n'est pas un élément suffisant pour faire d'un pays un pays puissant. Une puissance moyenne, une plus grande puissance, ou superpuissance. L'Inde, pendant les années 90, ils avaient une stratégie d'État de rattraper le retard technologique, de faire de l'Inde une plateforme mondiale dans le développement de l'informatique, notamment ce qu'on appelle le software. Ils ont envoyé des émissaires à la Silicon Valley qui, au début des années 90, un ingénieur sur 3 était d'origine indienne. La stratégie était claire, c'est-à-dire que nous voulons transmettre ce savoir technologique qui est faire de l'Inde un pays phare. Donc ils ont rapatrié une bonne partie des ingénieurs moyennant des incitations à la fois matérielles et financières. Les Chinois leur ont emboîté le pas vers la fin des années 90 et début des années 2000, ce qui a abouti à l'émergence, ce qu'on appelle actuellement dans l'industrie de la téléphonie, sur 4 équipementiers mondiaux. 2 sont chinois. La Chine actuellement est devenue l'usine mondiale pour tout ce qui est une industrie de la téléphonie. Et je ne parle pas des autres aspects. Donc il y a, si vous voulez, une politique volontariste, une stratégie d'État, une vision d'État qui fait de la ressource humaine le premier point cardinal. Développement technologique passe par une prise en charge de la ressource humaine. Qu'est-ce qui empêche, les pays musulmans, les gouvernements des pays musulmans d'emboîter le pas, indépendamment des contraintes, des luttes d'influence, mais force de reconnaître, quand on voit la part des budgets, ce qu'on appelle de la recherche et développement dans le budget de l'État, ça donne une indication. C'est la dernière roue de la charrette. C'est vrai, mais quand même, le fait que l'Inde ne soit pas un pays musulman est déjà un paramètre en sa faveur. Le fait qu'ils appartiennent au pays du Commonwealth est un deuxième paramètre en leur faveur. On ne peut pas, si l'Algérie ou si l'Égypte n'était pas un pays musulman et appartenait à la francophonie, etc., je pense que le transfert technologique se ferait avec beaucoup plus de facilité. Le PDG de Microsoft. J'en suis sûre et certaine. Le PDG de Microsoft aux États-Unis, Satya Nadella, est un Indien.
S'il était musulman, il n'aurait jamais eu ce poste. C'est ça le problème. Il y a des musulmans qui ont des postes importants quand même. Oui, mais subalternes. Jamais un CEO, jamais. Subalterne. Vous avez des musulmans à la NASA, vous savez, il a bien fait de citer l'Inde, Chérif Driss. Le tiers de toutes les institutions scientifiques aux États-Unis, c'est des Indiens. Secteur médical, informatique, Silicon Valley, l'éducation, l'avionique, ils sont partout, et à concurrence du tiers. C'est très important ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des musulmans. Ce n'est pas parce que l'islam est contre le savoir, mais c'est que l'Occident ne veut pas que l'islam se concrétise, s'objectivise. Oui. C'est ça le vrai problème. Donc, on empêche les savants musulmans de réussir, on les assassine s'il le faut. Oui. Faire disparaître l'islam et les musulmans, on leur impose, parce qu'ils sont les héritiers aussi. On impose à leur pays des gouvernants qui sont en situation de vassalité avec cet Occident, etc., donc qui prolongent la politique occidentale à l'intérieur même de leur pays. Vous savez, les pays arabo-musulmans, dans leur quasi-totalité, le quart de leur budget, c'est l'armée. Et comme l'a dit Oustaz Boujnoun, le domaine de la recherche scientifique, c'est la dernière roue de la charrette. Ça ne les intéresse pas. Donc c'est des causes politiques, comme vous avez dit, de gouvernance, qui n'ont rien à voir avec l'esprit intrinsèque de l'islam, qui est intrinsèquement scientifique. Et ce qui est paradoxal, le père de la bombe atomique indienne, en parlant de l'Inde, c'était un musulman. Oui. C'est musulman. Donc les musulmans n'ont pas très rapidement, pour donner très rapidement, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la reine Elisabeth venait juste d'introniser à la place de son oncle George VI qui a abdiqué. Le Premier ministre à l'époque, je me rappelle, je ne sais pas si c'était Churchill et tout, il est venu, elle lui a dit, alors monsieur le Premier ministre, on a eu la situation. Il lui a dit, Votre Majesté, à part la santé et l'éducation, tout est catastrophique. Elle lui a dit, bien au contraire, quand ces deux secteurs vont bien, c'est que la situation va bien. Donc quand on n'investit pas dans l'éducation, quand on n'abandonne pas cet égalitarisme, d'instaurer ce qu'on appelle une méritocratie, je crois qu'on n'avancera jamais. Je crois qu'il a dit... la justice et l'éducation. La justice et l'éducation. Ce sont les deux secteurs clés. Une société inique, tout à fait, où la justice n'est pas respectée, où l'éducation est quasi inexistante, et ben, ce pays ne risque pas d'émerger. Il a parlé des deux secteurs. Voilà. On a tendance à dire que l'égalité, c'est la justice, alors que la justice, ça peut être une inégalité, mais elle est objective, basée sur le mérite. Exactement. Très bien, merci à tous. N'oublions pas que derrière l'islamophobie savante, il y a cette volonté d'imposer le nihilisme comme un dogme et une vérité absolue. Merci de nous avoir suivis. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.